Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici James Langlois en remplacement de Simon Lessard qui, cette semaine, a choisi la meilleure part que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent. Je suis accompagné par trois chroniqueurs du Verbe Média, Laurence, Benjamin, Stéphanie. Bonjour et bienvenue à vous trois. Bonjour. Salut, James. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez écouté mercredi soir le hockey ou le débat des chefs? Moi, j'ai fait les deux en même temps, imagine. En même temps? J'ai mangé au restaurant, puis... il y avait... en plus au restaurant. Oui, je mangeais. Il y avait le hockey qui jouait sur un écran avec le son, puis moi, j'écoutais avec mon téléphone le débat sous-titré. Fait que j'étais... Multitask. Puis t'as rien... toutes ces choses-là assez mal, finalement. Ouais. C'est mal regardé le hockey. C'est le pouvoir féminin. C'est le pouvoir féminin. J'ai bien mangé. Faire plusieurs choses. J'ai réécouté le débat après. Super. Toi, Ben? Moi, je pense que tu sais que j'ai pas regardé le hockey et je pense que tu sais que j'ai écouté le débat, mais je l'ai dû l'écouter en différé parce qu'après tout, 6 h le soir, moi, j'ai des jeunes enfants, je suis pas assis devant la télé à 6 h. J'ai écouté à 9 h 30 comme on regarde une game de hockey en différé. C'est toujours moins excitant, mais il faut le faire pareil. Nous, on a fait une exception. On a dit aux enfants, là, c'est un débat des chefs, fait que vous écoutez pendant le souper même. C'était mon plan initial, mais ma femme m'a rappelé qu'on était invité à souper chez des amis, donc j'ai dû... C'est difficile. Ouais. Toi, Laurence? Je l'ai écouté en différé aussi, pour la même raison. En partie, j'avoue que j'ai arrêté quand Pierre Poilievre nous a dit que c'était une discussion délicieuse. J'ai pas pu écouter le reste, je me suis endormie. Ça tombait bien pendant le souper, ça devait être délicieux aussi. Enfin, on viendra dans quelques instants sur ce débat des chefs, mais aussi, durant cette émission, Laurence va nous donner quelques conseils pour les nuls, surtout pour vivre la Semaine sainte. On va revenir sur le passage de Kevin Parent, tout le monde en parle, en se posant la question, le tribunal médiatique est-il nécessaire pour intégrer la vie publique? Et donc, on se lance tout de suite dans cette émission en revenant sur le débat des chefs. Le traditionnel débat des chefs en préparation des élections fédérales du 28 avril prochain avait lieu mercredi soir, en fin début de soirée. Il réunissait les chefs des 4 grands partis principaux, soit Marc Carney, Pierre Poilievre, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh. Benjamin, c'était qui le grand vainqueur selon toi? Bon, on a déjà vu plusieurs analyses passer dans les médias, là, mais on n'a pas eu la tienne encore. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un débat d'une platitude consommée. J'ai de la difficulté à y trouver un vainqueur. Plusieurs ont dit que Marc Carney était le vainqueur dans le sens où il n'avait pas perdu. Bon, si c'est ça le seuil pour gagner un débat, peut-être ont-ils raison. Dans tous les cas, technique défensive. Dans tous les cas, c'est vraiment un débat qui est décevant, je trouve, parce qu'il arrive tard dans la campagne. Il y aura donc un impact limité sur le résultat des élections. Et en plus d'arriver tard, il arrive à un moment où on a des informations très limitées sur le programme des différents candidats. Parce qu'après tout, tous les partis principaux ont choisi de déposer leur programme électoral chiffré après les débats, donc seulement une semaine, finalement, après le jour du vote, si bien qu'on a passé environ 2 heures à se faire dire des choses assez insignifiantes et banales. Et puis l'animateur l'a soulevé à plusieurs reprises. Oui, il l'a soulevé à plusieurs reprises. Il a bien fait son travail de souligner le manque de profondeur et de préparation des candidats. C'est pas parce que l'élection arrive seulement 1 an après la précédente. Là. Je veux dire, on est 4 ans passé l'élection de 2021 et pourtant, les partis n'ont pas été capables de proposer un plan chiffré avec des détails conséquents sur la base desquels ils auraient pu délibérer. Si bien que je pense que s'il n'y a pas de vainqueur clair, il y a au moins clairement un perdant, et c'est l'électorat canadien qui n'a pas obtenu, à la suite de ce débat, d'informations suffisantes, je crois, pour prendre une décision davantage éclairée. On n'a même pas vraiment été capable, en fait, de rentrer dans une meilleure connaissance des candidats parce que plusieurs d'entre eux ont une maîtrise insuffisante du français pour nous faire connaître qui ils sont vraiment, pour pouvoir interagir les uns avec les autres d'une manière qui est dynamique et qui montre un aspect de leur personnalité. Et finalement, dans une campagne où on a seulement des programmes très superficiels, bien, si au moins on pouvait avoir une idée de la personnalité des candidats, ça nous aiderait. Mais même ça, finalement, on n'a pas pu l'avoir. Mais certains ont trouvé que la performance de Jagmeet Singh avait été un peu, je dirais, malaisante ou... Oui, bien, Jagmeet Singh a été agressif d'une manière qui était comme en décalage avec le reste des candidats. Bon, évidemment, il s'est aussi beaucoup montré agressif sur des questions qui sont manifestement pas de juridiction fédérale. Donc, il a beaucoup insisté sur des enjeux sur lesquels, en réalité, le nouveau Parti démocrate, même s'il était porté au pouvoir de manière majoritaire, n'aurait pas les moyens d'agir. C'est ce qui augmentait, en un certain sens, le malaise. Il y avait vraiment une différence de ton entre lui et les autres candidats. On aurait pu penser que Pierre Poilievre, qui est réputé, qui a une petite réputation de chien de combat, allait se montrer très agressif, mais depuis le milieu de la campagne, on constate qu'il essaie de montrer un autre visage. Il essaie de montrer son côté givré, particulièrement au Québec. Donc, peut-être était-il malaisant d'une autre manière, là, avec des sourires un peu mièvres parfois à la caméra. Mais bon, c'est vraiment un débat que j'ai trouvé décevant. Et peut-être, finalement, que c'était mérité que le débat se ramasse seulement 6 heures
en première partie du match de hockey, parce que moi, je ne l'ai pas écouté, le match de hockey, mais on pourrait facilement me convaitre qu'il était plus intéressant que le débat. En tout cas, ils ont gagné. Non, c'est un bon match. Bon, ben déjà, les Canadiens ont gagné quelque chose dans cette histoire-là. Bon, ceci dit, un débat plutôt plate, mais quand même, quels étaient les enjeux qui t'ont semblé les plus importants, là, selon toi? On a parlé de ça la semaine dernière, quels sont les enjeux les plus importants de la campagne électorale. Et finalement, ces enjeux-là ont été prédominants durant le débat aussi. Donc, on a longuement parlé de la question de savoir qui serait le meilleur candidat pour défendre les intérêts canadiens contre les États-Unis. On a eu là une longue diatribe par chacun des candidats de choses finalement assez similaires. On ne peut pas contrôler M. Trump. On va essayer de défendre les intérêts canadiens. Des plans très peu détaillés, finalement des accusations de compétence ou d'incompétence de part et d'autre. Donc ça a été plutôt décevant. Et on a eu ensuite quelques éléments de discussion sur le coût de la vie, des choses comme celle-là. L'habitation. Oui, l'habitation, mais dans tous les cas, vraiment de façon assez superficielle, ce qui rend difficile de porter un jugement sur la qualité des propositions. Je sais que peut-être je me répète, j'insiste, mais je pense que c'est un élément vraiment important, une conclusion importante, je pense qu'on va devoir tirer de cette campagne-là, c'est que c'est une régression du point de vue démocratique sur la qualité de la préparation des candidats. On a été habitués depuis les années 90 à des programmes très élaborés, des discussions pointues. Dans les débats, là, on n'a pas eu ça. Et finalement, sur les grands enjeux de société, peut-être qui mobilisent une partie ou une autre de la population canadienne, des enjeux qui sont peut-être davantage culturels. On a un unanimisme silencieux où finalement, on n'a pas eu l'occasion d'entendre parler de grand-chose. Quoique, finalement, ça a été relevé davantage dans des conférences de presse d'après-débat. Donc, j'ai cru comprendre que des médias alternatifs ont bousculé un peu les candidats à ces sujets. Oui, c'était assez intéressant à voir aller. Je voulais parler, Laurence. Bien, pourquoi est-ce que, justement, les candidats étaient si peu préparés? Pourquoi ça aurait été à l'avantage de l'un des candidats, non? De justement arriver plus préparé que les autres ou des choses comme ça? Bon, il est arrivé dans les dernières années que lorsque les partis produisent des plateformes électorales très détaillées, ils arrivent au débat et puis là, finalement, dans le français qu'ils maîtrisent imparfaitement, ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes avec la plateforme. Puis là, finalement, ils se font contredire sur leur propre plateforme par leurs adversaires. Ça s'est produit lors des dernières élections. Peut-être qu'il y a un peu de crainte, finalement, de se mélanger dans ces menteries ou du moins dans ces colonnes de chiffres. C'est peut-être une explication. Je pense aussi qu'on a une classe politique peut-être moins compétente qu'on l'a eu dans des générations passées. En une minute, Benjamin, là, dans quelle mesure l'électorat chrétien, tu penses, a pu se reconnaître dans les enjeux qui ont été évoqués? Bon, comme je le disais, évidemment, l'électorat chrétien, les croyants en général, sont préoccupés par les questions qui concernent le bien commun, qui concernent tous les Canadiens. Et évidemment, dans une situation comme la nôtre, où il y a la perception d'une menace, bien, on a eu l'occasion d'entendre parler de ça beaucoup. Mais sur les questions davantage culturelles ou sociales, ça a été un grand silence, comme je viens de le dire. Et il y a vraiment davantage été question de ça dans les conférences de presse post-débat, où des médias comme Rebel News, par exemple, qui est un média non traditionnel, plutôt agressif, pourrait-on dire, a poussé les candidats à devoir s'exprimer sur des questions comme, par exemple, la place des personnes trans dans la société canadienne, la question du genre. Puis ça, bien évidemment, ça préoccupe un certain nombre de croyants au pays. Et c'est dans un contexte vraiment insatisfaisant et imparfait que, finalement, on a réussi à entendre quelques bribes de position des candidats. Ouais, les points de presse étaient quasiment plus intéressants que le débat. C'était intéressant, mais pas tout. Des fois malaisant aussi. Là, c'était sur le plan de la forme, des journalistes inconnus qui sortaient un peu de nulle part, autant de la droite que de la gauche. Mais ça dit quand même quelque chose de notre classe politique et de notre classe médiatique, que ça prend des gens comme ceux-là, avec les reproches qu'on peut leur faire, pour finalement faire sortir un peu de dynamisme et de discussion contradictoire. Par exemple, Jack Nixon qui a refusé de répondre aux questions qui étaient posées par Rebel News. Il disait carrément « Non, je ne réponds pas aux questions. Vous êtes un média qui fait que de la désinformation. » Fait que ça a montré des... C'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Enfin, c'était intéressant. En tout cas, semble-t-il que les recherches Google indiquent que les gens ont cherché 2 fois plus les résultats... Combien? 10 fois, 10 fois plus. Pour 10 recherches sur le hockey, il y en avait 2 sur les élections. Donc, ça montre un peu l'intérêt que ce débat des chefs a soulevé. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci. Bienvenue. C'est cette semaine que débute le Triduum pascal. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui vendredi saint. Laurence, pour l'occasion, tu nous as préparé un édito spécial, le Triduum pour les nuls. Peux-tu t'expliquer, s'il te plaît? Alors, chers auditeurs, vous êtes tannés des lapins de Pâques qui donnent mal à la tête juste à les regarder. Vous faites une écœurantite des œufs cheap en chocolat. Mais cette année, je vous offre une aventure dépaysante, le Triduum pascal. Stéphanie, la semaine dernière, tu as justement dit que tu allais vivre ça pour la première fois. Alors, prends des notes. Oui. Ma tante Laurence va t'expliquer.
Alors, Triduum, ça veut dire 3 jours. Bon, comme ça commence le jeudi et qu'on termine le dimanche, tu vas me dire, Stéphanie, qu'en fait, ça fait 4. Bon, ça, c'est parce que les jours liturgiques commencent toujours la veille au soir. C'est pour ça qu'on peut aller à la messe du dimanche le samedi. Bon, c'est un peu mêlant, mais en tout cas. Je révise le Triduum aussi avec vous parce que je suis un peu rouillée. L'an dernier, je ne suis pas allée au Triduum. Ben non, j'ai été pognée pour accoucher à la place. Le vendredi saint, assise sur un ballon à me tirer le lait après avoir pris des gélules douteuses recommandées par mes collègues du Verbe. Pour provoquer mon accouchement. Hein, ma grossesse était passée date. Je n'ai pas participé à ça. Non, je nommerai pas les noms, mais il y a des sorciers dans la place. Alors, j'ai crevé mes os. Juste au moment, justement, où mon mari allait partir le film La Passion de Mel Gibson. Un film je pensais que tu as dit au moment où le Christ, où l'eau est sortie du corps du Christ. Ça a arrêté bon, mais non, c'était le début du film. On était encore dans la musique du début. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Hein? Surtout qu'il y a-tu quelque chose de plus déplaisant qu'une fille qui raconte son accouchement à qui ne veut pas l'entendre? Je vous dis ça parce qu'il y a un rapport. En fait, Pâques, Stéphanie, c'est comme un accouchement. Oh. Hein? Jésus le dit lui-même, la femme qui accouche est dans les douleurs, mais après, elle oublie tout et se réjouit parce qu'un homme est né. Bien, c'est pareil à Pâques. On pleure la mort du Christ, mais après ça, on oublie tout, car un homme est revenu à la vie. T'as-tu oublié toutes tes douleurs, là? Non, je m'en souviens. Je ne vais pas faire mentir le Christ là-dessus, mais en tout cas. On oublie quand même. OK. Alors, maintenant, je reviens au déroulement. OK, ça commence le jeudi, je l'ai dit, avec la dernière scène. Gros highlight du jeudi, Stéphanie. Il y a un prêtre qui va laver les pieds de 12 gars qui représentent les apôtres. Mais fais attention, parce que selon la paroisse où tu te trouves, tu pourrais faire partie des 12, hein, si tu es dans une paroisse plus progressiste. Puis selon la patience des paroissiens, ça va être seulement un pied au lieu de 2. Moi, je préfère les églises plus traditionnelles. Il y en a qui vont dire que c'est progressiste ou inclusive, là. Oui, ça dépend comment on le voit. Il y en a qui disent que c'est parce que je suis réactionnaire, mais c'est juste parce que j'ai pas envie, moi, de me faire toucher les pieds par un prêtre que je connais pas depuis l'un n'empêche pas l'autre, personnes. Après, c'est vendredi, hein, le jour de la mort du Christ. Durant la célébration de 15 heures, on va lire la Passion. Petit conseil, Stéphanie, pogne-toi des bons souliers parce que tu vas rester debout longtemps. Les agenouillards aussi. Ouais. 15 heures, tu veux dire à 3 heures? Je pensais que tu disais que ça allait durer 15 heures. C'est à 15 heures. C'est bon. À un moment donné, on va te demander aussi de participer au récit de la Passion, Stéphanie. Oui. Tu vas devoir crier « Crucifie-le! » Ou Barabbas, libérer Barabbas. Exact. Dire ça, Puis à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a comme un débat là, sur les Internets ces temps-ci. C'est-à-dire qu'il y en a... Les bas-fonds de l'Internet. Les bas-fonds sur Twitter, en fait. Il y en a qui disent que c'est une moquerie à notre Seigneur que de crier « Crucifie-le ». C'est drôle parce que Simon nous disait justement le contraire à Ben et moi la semaine dernière. Lui, c'est son moment préféré du récit de la Passion. Simon. On reconnaît Simon, hein, on va se le dire. Dans le monde de Poudlard, ça aurait été un serpentard. Un jésuite, diront certains cathos. Alors, pourquoi est-ce qu'on crie « Crucifie-le » ? Parce qu'on a tous participé, en fait, à la crucifixion de Jésus-Christ. Hein? Même toi, Stéphanie, même toi, James, surtout toi, Ben. Alors, Christ est mort pour nos péchés, passés ou futurs. Puis, par ailleurs, c'est pas mauvais de... T'as eu peur de dire ce mot-là, hein? Non, ça. Mais ça veut dire que c'est notre faute? Ben oui. Ah, ben là. Puis c'est pas mauvais aussi de se rappeler que si on avait été à la place de la foule, hein, c'est pas clair qu'on aurait fait mieux. Hein? Pierre a renié lui-même le Christ 3 fois. Alors, le vendredi de la Passion, il y a aussi, Stéphanie, la vénération de la croix. Là encore, selon l'Église que tu choisis, il y a des variations. Là, cette fois-ci, à cause de l'hygiène. Là. Dans certaines églises, on va te demander seulement de toucher, hein, à cause de la COVID qui a le dos large encore. Là. Puis dans d'autres églises, ça va y aller au toast. Hein, les gros bisous sur la croix. Là, les French. Là, j'avoue que pour moi, il y a une partie qui réchigne. Puis là, j'aurais envie d'aller plus à l'église sanitariste des fois. Là, mais bon, par amour, je me donne aussi. Non, mais il y a un petit linge, il y a du monde qui est sûr. Oui, c'est quand même. Là. Il embrasse la croix là, avec les lèvres. Okay. Oui, c'est ça. Mais c'est pas un French, hein, mais pas la langue. Non, j'exagère. OK. Alors, le samedi, Stéphanie, c'est tranquille. On est dans l'attente. Moi, ça va être la journée aussi. Je vais me demander qu'est-ce que je fais de mes enfants. Puis le soir, c'est la veillée pascale. Hein? C'est la plus belle messe de l'année. Choisis-en une qui commence tard, avec beaucoup de lectures. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de lectures? Parce que ce soir-là, on se rappelle l'histoire d'Israël. Bon, c'est quoi le rapport avec toi, avec moi? C'est que lorsque la mort semble final bâton, hein, qu'on est dans le désespoir, il convient de faire mémoire de la bonté de Dieu, que ce soit pour soi ou la communauté humaine. Hein, ça aide à garder l'espérance pour se souvenir que la lumière finit toujours par vaincre la noirceur. D'ailleurs, en parlant de lumière, j'allais l'oublier, là, la veillée pascale commence avec un feu pascal dans lequel tout le monde s'allume un petit lampion. Petit conseil... Je pensais que tu allais dire s'allume autre chose. Mais... Non, un lampion. Petit conseil, assis-toi pas en avant d'enfants, hein, parce que sinon, tu vas passer la messe à te demander quand est-ce que tes cheveux vont pogner en feu. Il y a un danger. Il y a un danger réel et stressant, là.
OK. Puis le dimanche, c'est la fête et c'est la joie. Là, fais pas le saut. Il y a du monde qui vont venir te voir en criant comme des exaltés. Christ est ressuscité. Et là, ne réponds pas comme moi durant les premières années de ma conversion. Oui, je sais, j'étais là aussi. Non, c'est une convention, en fait. Il faut répondre, oui, il est vraiment ressuscité, je te le dis. Et même Alléluia. Mais c'est quand que ça se met à être sombre? Moi, quand j'étais petite, à un moment donné, on disait, ah oui, là, ça va être sombre parce qu'il C'est au début de la vigile pascale. Okay. D'où ton petit lampion pour t'éclairer. OK. D'où le danger encore plus grand d'être en avant d'enfant. Okay. Incendié. Donc, en somme, Stéphanie, c'est quoi le bilan? C'est facile de vivre un triduum. Hein? Tu fais comme une femme qui accouche. Tu traverses les épreuves et la douleur, dans l'espérance que la vie finit toujours par triompher par la mort. Puis après, tu manges du chocolat, mais du bon, pas du cheap. C'est important. Amen. Laurence Godin-Tremblay, tu es collaboratrice au magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour cet édito et joyeuse Pâques, un peu en avance quand même. Ouais, merci à vous aussi. Merci. Cinq ans après avoir été accusé pour inconduite sexuelle, Kevin Parent donnait sa première grande entrevue dimanche soir dernier à Tout le monde en parle. Une entrevue qui a suscité beaucoup de réactions en raison, d'une part, de ses propres réponses et d'autre part, parce qu'il a été perçu par certains comme un procès. La question, le tribunal médiatique est-il nécessaire pour intégrer la vie publique? Stéphanie, t'en penses quoi? Bien, c'est ça. Au-delà du cas précis de Kevin Parent, on ne va pas s'éterniser là-dessus, sur les détails. Mais ce qui m'a intéressé comme question, c'est de savoir, est-ce que ce genre d'exercice-là, comme tu dis, un genre de procès public à heure de grande écoute, est-ce que ça sert vraiment à la justice? T'sais, on parle, il y a l'expression justice populaire. Il y a d'autres phénomènes, puis ça a un lien avec Kevin Parent, là, le mouvement MeToo. Ça aussi, c'était une espèce de façon de faire justice soi-même, un peu, hors des tribunaux, hors de la loi. Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est une autre forme de justice qui serait en dehors de la justice institutionnalisée des tribunaux? Parce que ça permet quand même d'affirmer certaines valeurs, de poser des limites, ou en tout cas de questionner les limites de ce qui est acceptable et condamnable. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment... Quand on parle de justice, c'est peut-être un abus de langage de parler de ça comme une forme de justice, parce que la justice, par définition, implique des lois, puis des processus, des procédures des processus judiciaires qui visent à faire respecter ces lois-là. Donc, c'est tout ça qui me... Non, mais dans toutes les cultures, il me semble, il y a quand même des processus sociaux qui amènent à rétablir un certain équilibre entre les actes des individus puis la communauté, non? Oui, c'est ça. On voit ça dans des sociétés plus traditionnelles, là. Mais c'est ça. Je pense que ça a toujours un peu existé, mais encore là, tu sais, on peut penser au lynchage, puis cette forme-là de la population va se servir de ses moyens pour affirmer ou condamner quelqu'un. Bien, c'est ça. C'est problématique à savoir s'il s'agit d'une forme de justice ou non. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ce qui m'a choqué beaucoup, c'est le fait que... je pense que c'est normal, en fait, qu'il y ait, pour une personnalité publique qui commet des méfaits qui ont été révélés publiquement, qu'on doive réintégrer l'espace public en abordant de front ces questions-là. Oui, c'est inévitable. Après, je trouve que la manière dont ça a été fait, tout le monde en parle, c'est comme s'il y avait... on cherchait à enquêter, puis à ce que la personne là, vraiment se châtie publiquement, demande pardon. Il y avait quand même un processus un peu... c'était une inquisition. Un petit côté inquisitoire. Oui, c'est ça. Vous, trouvez-vous que ça sert le bien public? Moi, tu vois, je veux dire, ce genre de comportement, ce dont sont accusés Kevin Parent et plusieurs autres hommes puissants dans le milieu intellectuel, médiatique dans les dernières années... Kevin Parent n'est pas très puissant. Je veux dire, il a été une figure très importante de la culture populaire au Québec pendant quelques décennies, des années 90 au début des années 2000. Il a été une figure majeure, il jouissait d'une grande popularité et donc se trouvait dans une position de pouvoir par rapport aux jeunes femmes avec lesquelles il était confronté. Et donc, moi, je pense que de dire qu'il n'était pas une personnalité d'autorité, c'est nier une réalité qui est vécue subjectivement par beaucoup de gens. Maintenant, moi, que ces comportements-là soient révélés ou du moins condamnés publiquement, moi, ça ne me pose pas de problème. Je veux dire, ce sont des choses qui sont répréhensibles moralement de manière très évidente et on pourrait aller beaucoup plus loin, en fait, dans la redéfinition de ce qui est acceptable en termes de comportement légitime entre hommes et femmes dans notre société et retourner peut-être, si Dieu le veut, à une forme d'interaction entre les sexes qui est davantage ordonnée par les pratiques sociales comme on l'a vu avant les années 60 au Québec. Mais c'est pas vraiment ça qui se passe en réalité. Ce qui se passe, c'est un effet de mode où à partir de la moitié de la décennie dernière, on a commencé à constater
qu'une manière d'exercer du capital social et d'exercer du pouvoir dans notre société, c'est de se montrer en correspondance avec une certaine idée de la vertu qui est à la mode en ce moment. Et cette idée-là, bien, elle varie beaucoup dans le temps. Je veux dire, M. Lepage, qui anime Tout le monde en parle, est dans la vie publique depuis plusieurs décennies, et des blagues au caractère... Des blagues salaces. Des blagues salaces, pour dire les choses ainsi. Bien, je veux dire, il en a fait beaucoup lui aussi, et on imagine difficilement qu'il n'était pas au courant que plusieurs de ses collègues dans le milieu de la culture avaient des habitudes répréhensibles. Mais lorsque c'est devenu la chose à faire, que de tenir finalement la ligne à la mode, bien, il est devenu l'un des plus ardents défenseurs de cette démarche-là, et il se fait aujourd'hui le grand inquisiteur. Moi, j'ai plus un inconfort avec ce que je perçois comme étant de l'hypocrisie, ou du moins... une disposition changeante par rapport aux questions morales et aux questions éthiques, qu'avec l'idée de, finalement, condamner publiquement des actes sexuels répréhensibles et d'essayer de former un état de société où ce genre de choses-là n'est pas fait. Mais en même temps, c'est une bonne chose, non, que la conscience de la société évolue sur certains plans, puis de dire que dans certains milieux, il y avait des comportements entre les hommes et les femmes qui sont répréhensibles, puis donc, à un moment donné, de mettre un frein à ça, puis de dire, attention, là, c'est tolérance zéro, un peu comme on a fait dans l'Église avec la pédophilie, par exemple. T'as pas tort, mais il existe déjà dans notre société des institutions dont le rôle est de faire la lumière sur C'est ça. Est-ce que c'est le rôle des médias de faire ça? De faire la lumière sur les actes contraires à la justice. On a un système de justice qui est imparfait, qui produit des résultats spécialement imparfaits en ce qui a trait aux agressions sexuelles, aux viols, et on peut essayer de trouver des moyens d'améliorer les résultats du système de justice sur ces questions-là. Et je pense que c'est une très bonne initiative, et plusieurs innovations juridiques ont été proposées dans la dernière décennie à ce sujet-là. Maintenant, est-ce qu'on peut faire cet exercice-là en toutes circonstances, sans considération des conséquences que ça peut avoir sur la vie d'une personne, ni de la proportion, finalement, entre le mal qui a été causé et la conséquence là, qui s'applique à la personne qui est coupable? Moi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Exact. D'ailleurs, Kevin Parent, si je ne m'abuse, n'a pas eu de cause judiciaire là, suite à ces allégations. Ce qui ne veut par ailleurs pas dire qu'il n'est pas coupable d'avoir commis le mal. C'est sûr que c'est... En regardant l'entrevue, c'est difficile de ne pas penser à la femme adultère. C'est-à-dire quand il y a une femme qui est encerclée par d'autres qui veulent lui lancer des roches puis la lapider, puis le Christ demande que celui qui n'ait jamais péché lance la première pierre. Puis quand le Christ dit ça, hein, c'est pas pour dire qu'elle n'a pas péché. Hein, cette femme-là, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Non, elle a vraiment péché, elle a vraiment commis le mal. Mais je pense que ce que le Christ veut souligner, c'est l'hypocrisie dont tu parles. C'est-à-dire... C'est facile dans une société de reprocher une chose et l'autre, mais dans une société hyper sexualisée, hein, dans laquelle le podcast le plus écouté au Québec, c'est Sexe Oral, qui fait la promotion de l'orgie, qui fait la promotion de pratiques sadiques parfois. Donc, c'est difficile de dire, dans une société aussi qui promeut l'alcool, hein, Kevin Parent, à un moment donné, a dit là, maintenant, je suis sobre, j'ai une autre hygiène de vie. Combien des personnes accusées ont dit la même chose? Hein? L'alcool a toujours une place. Mais notre société encourage la fête, encourage l'ivresse, puis des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'hypocrite aussi dans le sens où les personnes qui sont là encouragent un mode de vie qui, en mon sens, amène nécessairement ces déviations-là aussi. Oui, tout à fait. Bien, juste comment se faire l'incarnation de la vertu quand tu es un animateur de télé, c'est... Puis comme tu disais, Benjamin, les conséquences, c'est... Kevin Parent, il a été lâché par son agence. Puis ça peut pas faire autrement que le suivre toute sa vie, même si l'exercice auquel il s'est prêté essayait justement comme de le réhabiliter ou de le réintégrer. Pour prendre l'autre côté, l'autre point de vue, quand même, les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'inconduite sexuelle vont répondre que, ultimement, c'est pas un droit là, d'avoir une place dans la vie publique au Québec, d'être une personnalité reconnue. Et on n'a pas nécessairement à s'émouvoir du fait que ces gens-là perdent une position de privilège lorsqu'ils agissent d'une manière contraire à la bonne morale publique. Merci à vous trois pour votre éclairage. Vous avez envie à la maison de réagir à cette discussion, allez nous écrire en commentaire sur nos vidéos YouTube ou écrivez-nous à verbomoteur@leverbe.com. Stéphanie, tu as assisté cette semaine à un concert de Louis-Jean Cormier qui était de passage à Québec. Oui, un merveilleux moment. Je ne peux pas... tarir d'éloge. Je veux dire, ça a été... Au Théâtre du Petit Champlain. Au Théâtre du Petit Champlain. Donc, tu sais, une salle très intime. Moi, j'aime beaucoup aller là. On prend un verre en même temps. On est tous tout près les uns des autres. Puis, franchement, moi, je m'attendais pas... C'est ça, quand on voit un spectacle avec pas beaucoup d'attente, on est souvent très, très surpris de la bonne manière. Puis, en effet, là, c'est ça qui est arrivé parce que
il est allé chercher des perles. C'est pas un spoiler, là, je pense que c'est su que... En fait, il fait la plupart de ses chansons, c'est des reprises de grandes chansons. Mais pas tant des grandes chansons, souvent des chansons un peu plus méconnues, mais qui ont eu d'autant plus d'effet sur moi parce que c'était dans mes préférés, qui sont pas tant joués. Comme du Richard Desjardins. Ah, il y avait du harmonium, il y avait... Mais je veux pas trop en dire pour okay, laisser à ceux qui vont la surprise, mais... Puis c'était pas juste les jouer, les rejouer comme ça avait déjà été joué. C'était à sa manière. Il les reprenait, puis il explorait toutes sortes d'autres possibilités, puis ça se déployait. Bref, c'était fantastique. Je le conseille à tout le monde. Donc, tu n'es pas allé là aussi seulement pour écouter un concert, mais tu as pu interviewer Louis-Jean Cormier. Oui. Ça va être à lire dans un prochain magazine Le Verbe. Si vous ne connaissez pas nos magazines, allez sur notre site web leverbe.com. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Ils sont disponibles aussi dans plusieurs présentoirs partout au Québec. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses à dire, Louis-Jean Cormier, en ce moment, sur son cheminement spirituel. Puis dans le concert, il en parlait aussi. Il y a une grande profondeur aussi, cet être humain. Ouais. Peux-tu m'en dire un peu plus sur sa vie spirituelle, justement? Ben non, c'est ça, c'est qu'il a fait plusieurs sorties publiques récemment. Puis moi, ça m'avait assez interpellée parce que, bon, c'est assez connu, son père était un prêtre qui a défroqué. Puis il en parle aussi dans son spectacle de ça. Puis lui, il dit, c'est comme si je faisais le cheminement inverse parce que son père a décroché de la foi. Puis lui, c'est comme s'il disait, moi, je retourne un peu à une certaine foi, une forme de spiritualité, en tout cas, c'est très présent dans sa vie, mais en même temps, il y a toutes sortes de manières de parler de ces thèmes-là, mais ça a donné une discussion extrêmement intéressante, puis c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être écouté, je pense. On va se laisser justement sur une de ses chansons, « Je me moi », qui est tirée de son album « Quand la nuit tombe », qui est paru en 2020. Merci Stéphanie pour cette suggestion culturelle. Ceux qui aussi seraient de passage à Québec la semaine prochaine, le vendredi 25 avril, nous aurons le lancement de notre numéro spécial Fête qui aura lieu à 19h au pub Le Murphy's dans le Vieux-Québec. Il y aura pour ce faire, pour l'occasion, une conférence de Jonathan Pajot, le célèbre blogueur de Symbolic World, qui va nous parler du sens symbolique de la fête. Alors, vous êtes les bienvenus. C'est à 19h, c'est gratuit, ouvert à tous. Si vous voulez venir nous rencontrer, jaser, écouter cette conférence, je crois qu'il va être très intéressante. Concernant cette émission, vous pouvez réécouter, commenter, partager tous nos épisodes, spécialement sur celui-ci, à partir de notre page YouTube du Verbe Média. En plus, vous avez aussi l'occasion de découvrir d'autres de nos émissions. On n'est pas du monde, entre autres, qui est une table ronde hebdomadaire qui aborde des thèmes en profondeur à chaque semaine. Donc, allez découvrir tout cela. Je remercie Marianne Martin à la technique et Marie Laliberté. C'était James Langlois à l'animation en remplacement de Simon Lessard. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. De mon salon, je tire sur tout ce qui bouge. Je vois la vie en